Servir sans faillir. Telle est la devise du RAID, unité d'élite à laquelle a appartenu pendant 14 ans mon invité, le docteur Mathieu Langlois, médecin anesthésiste, réanimateur et spécialiste de la médecine de catastrophe. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce 24e épisode de Confidence de dirigeants. Bonjour Mathieu, sois le bienvenu. Bonjour Viannette. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans cet épisode exceptionnel, tu nous partages ton expérience unique de la gestion de crise, de la prise de décision sous pression, du leadership en milieu extrême. Responsable de l'organisation des secours tactiques du RAID, tu as notamment dirigé l'évacuation des blessés du Bataclan le 13 novembre 2015. Ta doctrine d'intervention, aujourd'hui reconnue internationalement, montre comment agir vite, simplement et efficacement en situation de menace extrême. Auteur de Médecin du RAID, Vivre en état d'urgence de chez Albin Michel et fondateur de Haute Zone Rescue, tu transmets désormais ton savoir-faire aux équipes confrontées à l'incertitude, à l'urgence, dans le monde de la sécurité, du soin, de l'entreprise, et tu assures toujours tes fonctions de médecin à l'hôpital. Un échange intense, inspirant autour de la force du collectif, de la préparation mentale, de la capacité à garder le cap, même lorsque tout vacille. Mathieu, quels événements ou rencontres ont façonné l'homme et le médecin que tu es devenu? Je vais répondre très simplement. Je pense que c'est en fait un parcours où il y a deux voies qui se sont rencontrées. C'est la voie professionnelle où j'ai toujours voulu faire du secours, de la médecine d'urgence, puis de l'anesthésie-réanimation. Et puis un parcours plus sur le collectif via justement le sport. J'ai eu la chance finalement, c'est qu'à un moment, elles se sont vraiment rencontrées pendant mes 15 années au Rennes. Quelles sont les valeurs fondamentales qui t'ont guidé tout au long de ta carrière au RAID et surtout, comment tu les appliques aujourd'hui dans ton quotidien? Les valeurs, j'ai envie de dire la confiance, pour moi, c'est la valeur indispensable pour s'épanouir individuellement et encore plus au sein de différents collectifs, que ce soit dans la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Après, le problème, c'est que la confiance, ça ne se dicte pas. Et donc, comment on fait pour cultiver la confiance en soi? Et au-delà de ça, comment on fait pour la partager au sein d'un collectif? Il faut au moins une vie pour y arriver. Peux-tu nous raconter l'intervention qui t'a le plus marqué au cours de ta carrière et pourquoi? Je vais en citer deux. La première, évidemment, ça va être le Bataclan, parce que je pense que c'était préparé à vivre des situations aussi dramatiques. Mon rôle de chef, ça avait été aussi d'anticiper, on parle de vision, mais on avait développé des process, une doctrine, pour pouvoir non plus faire ce qu'on savait très bien faire, c'est-à-dire intervenir en cas de prise d'otage, s'il y a des blessés pendant l'assaut, d'être capable de les soigner au plus près du danger. Ça, on faisait très bien. Mais après 2012, on s'est dit, il faut aller plus loin. Et il faut se préparer à autre chose. Et autre chose, c'est ce qu'on appelle malheureusement les tueries de masse. Et on a eu 3 ans entre 2012 et 2015 pour s'y préparer, même si évidemment on n'est jamais totalement prêt. Mais néanmoins, on avait vraiment réfléchi à notre manière d'intervenir. C'était réorganisé, on avait développé de nouveaux process. Et donc ce soir-là, ça a été le soir pour justement mettre tout ça en œuvre. Je pense qu'avec mon collègue, on était les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Professionnellement, c'est évidemment une soirée très marquante dans le sens où on a fait notre job du mieux qu'on pouvait le faire en l'ayant préparé et en ayant ce sentiment d'aboutissement de notre devoir. Après, sur le plan émotionnel, c'est pas l'intervention qui m'a, à titre très personnel, c'est là on touche à l'intime, qui m'a le plus marqué moi par rapport à mes propres émotions. Évidemment, j'en parle souvent, il y a des émotions quand on rentre dans le Bataclan, comme la peur qui est normale, mais qu'on sait maîtriser. Mais il y a parfois d'autres interventions où là on est face à d'autres émotions, parfois qui nous dépassent, qui peuvent être très dangereuses. Dans le cadre du RAID, ce sera peut-être l'histoire du petit Mathieu à Magnanville, pour plein de raisons, parce que c'était une petite tête blonde et sa tête dans l'ambulance, pour remettre dans le contexte, c'est un enfant qu'on va libérer. Il était pris en otage avec sa mère. Malheureusement, sa mère est décédée. Et donc, on l'accompagne ensuite dans l'ambulance pour l'envoyer vers un hôpital parisien. Et je me souviendrai toujours de sa tête. Le fait en plus qu'il y avait une autre personne, un policier, ami de la famille, et qui a dit tiens, quand tu seras grand, tu seras comme le grand Mathieu. Non pas grand, mais grand par la taille. Évidemment, ça touche à l'intime. Et là, ça m'inspirera toute ma vie. Celles qui m'ont le plus impacté émotionnellement, c'est tout bête, mais c'est des émotions non prévues, un petit détail qui vous impacte. Et quand je dis vous impacte, c'est ce que je dis souvent à des dirigeants, c'est qu'attention, c'est que même un chef, même un médecin très expérimenté
peut faillir dans la gestion de ses émotions. Et j'ai un cas dont je parle dans des conférences facilement, où j'ai absolument pas maîtrisé mes émotions, alors que c'était un cas tout à fait banal dans mon quotidien de médecin. J'étais chez les pompiers de Paris en tant que médecin, et j'intervenais sur un arrêt cardiaque à domicile, chose que j'avais faite des milliers de fois. Bon, malheureusement, l'homme jeune était décédé, on n'avait pas réussi à le réanimer. Et là, à ce moment-là, mon rôle, c'est d'aller voir la famille, donc en l'occurrence l'épouse. Sur le trajet entre la chambre où était l'homme et son épouse, mon cerveau voit ou capte une petite draisienne, c'est-à-dire les vélos sans pédale. Et là, je ne sais pas pourquoi, cette draisienne, c'était exactement la même, mais alors le même modèle de celui que je venais d'offrir à mon fils. Et en quelques secondes, je me suis retrouvé devant cette femme et je me suis complètement décomposé. Alors elle s'en souvient pas et puis j'ai réussi à m'en sortir. Mais en termes de management, maintenant j'en ai tiré plein d'enseignements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une très mauvaise maîtrise de mes émotions à ce moment-là pour finalement quelque chose qui paraît dérisoire à côté de tout le reste, sauf que ce dérisoire m'a pulvérisé. En fait, tu avais une carapace et ce détail t'a pulvérisé. Mais j'aime pas le mot carapace. J'ai une expérience qui fait que je suis peut-être un peu plus armé que certains pour faire face à des situations. Et encore une fois, je suis dans le cadre de mon métier, donc c'est pas une carapace. Le bon médecin, comme le bon policier, comme le bon pompier, c'est pas celui qui a une carapace. C'est au contraire celui qui sait utiliser ses émotions, qui sait aussi comprendre les émotions de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Je déteste le terme de sang-froid. On n'a pas le sang-froid. Ce que moi je sais faire, c'est accepter ces émotions. Les policiers du RAID, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. On va utiliser les bonnes émotions, celles qui vont nous aider à être ensuite efficaces dans l'action. Et c'est ce qu'on attend d'un médecin, d'un pompier, d'un policier. Après les attentats du Bataclan, tu as éprouvé le besoin d'écrire un livre qui s'appelle « Médecin du RAID, vivre en état d'urgence ». Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est mon histoire et je suis très content de l'avoir écrit. Ma motivation venait du fait que j'entendais tout et n'importe quoi après le Bataclan. J'avais déjà avant envie d'avoir un regard humain sur le RAID, donc je m'étais mis dans un petit coin de ma tête. Pourquoi pas écrire un livre sur le regard du médecin sur les hommes du RAID. Je voyais qu'il y avait des victimes qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé et qui ne pouvaient pas comprendre vu ce qu'on racontait. J'ai aussi vu des policiers qui étaient intervenus ce soir-là, pas forcément au Bataclan, mais aussi sur les différents sites, et qui ne savaient même pas si ce qu'ils avaient fait était bien, pas bien, s'ils avaient agi correctement. Ils étaient en manque complet d'analyse et de repères. Et je m'étais dit, mon rôle de médecin, je suis anesthésiste réanimateur, j'ai été confronté quand même à des moments difficiles et j'ai toujours pensé que le rôle du médecin, avec des mots de médecin, l'empathie du médecin, c'est d'expliquer, y compris l'indicible, y compris malheureusement des maladies dont on sait très bien que l'issue sera fatale, d'annoncer des morts. Bon, c'est notre métier et c'est indispensable. Ma motivation pour le livre est venue de ce constat. Jamais, en particulier les victimes, vont arriver à accepter l'inacceptable, mais à imaginer un avenir si on ne leur explique pas ce qui s'est passé. Si je bascule après dans le monde, parce que tu as créé une société qui s'appelle... Haute-Zone Rescue. Voilà. Et pourquoi ? Parce que dans les process qu'on a créés justement pour faire face à des situations comme ce soir du 13 novembre, on parle de compétences et pour que tous les acteurs travaillent. Et donc le RAID, on était en charge de la zone rouge, la zone sous le feu, la zone de danger. Et en anglais, on parlait de haute zone. Et donc j'ai gardé... à force de faire des conférences, parler de haute zone, je me suis dit, mais en fait, finalement, la haute zone, c'est la zone rouge où il ne faut pas aller parce qu'il y a beaucoup de dangers, que la menace est forte, que l'incertitude, que les émotions, que tout ça. Et comment, justement, on permet à un collectif de sortir de cette zone rouge ou haute pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et remettre un cadre. Et alors, qu'est-ce que tu y fais dans cette société ? Je fais principalement des conférences. Les conférences, c'est inspirant. L'idée, c'est de non pas expliquer à des managers ou à des dirigeants leur métier, mais c'est de partager à travers mon expérience, qui est singulière, ça c'est sûr, mais dont je suis persuadé qu'il y a énormément de transposition à l'entreprise. Et donc, c'est faire ensemble des passerelles. Moi, je fais un effort pour rendre
tout à fait compréhensible et de pas rester sur les compétences trop techniques de mon métier. Et j'essaie d'inviter les dirigeants, les managers à faire aussi eux un effort en disant mais attends, qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter à travers son histoire. Alors ça se fait au niveau de conférences. Je fais ça avec des gens avec qui je travaille. Certains sont d'anciens du RAID. Mais pas uniquement, travailler sous forme d'ateliers, de workshops, pour voir quel est l'impact de l'incertitude sur un collectif, qu'est-ce que le leadership face à l'incertitude, quelle est l'importance d'une décision sous stress, et puis un sujet aussi sur lequel on travaille beaucoup qui est comment on apprend de toutes ces situations, faire des REX ou des RETEX, c'est une notion, je pense, indispensable. Oui, tu reviens dessus énormément et je pense qu'on en aurait tous du fruit à sortir ou à tirer. Quelles compétences clés as-tu développées au RAID qui pourraient être appliquées justement dans la gestion d'une entreprise en crise ? Moi, j'aime bien lier l'exigence à la confiance. C'est-à-dire être exigeant au départ, et je parle d'une dimension collective, elle n'est pas hiérarchique. J'étais chef des médecins, j'ai jamais tenu un tableau Excel avec les heures de présence, est-ce qu'on participe à tel exercice ou pas, est-ce qu'on va s'entraîner avec les policiers, est-ce qu'on fait tout un tas d'exercices qui font qu'on va être opérationnel, mais on savait qu'on partageait cette même exigence. Et le rôle du chef, c'est de mettre le niveau d'exigence au niveau indispensable pour créer de la confiance au sein du collectif. Et en fait, le marqueur, c'est la confiance. Est-ce que la hiérarchie, est-ce que chaque opérateur du RAID, est-ce que quand on est en intervention, on a confiance en toi ou pas. Et ça s'improvise pas, ça s'invente pas. On l'a ou on l'a pas. Et vous pouvez toujours hurler et décréter, ça marchera pas. Et donc moi, mon rôle, et c'est comme ça que maintenant j'essaie de continuer, que ce soit sur Haute-Zone ou sur mon activité à l'hôpital, c'est de partager une exigence qui presque est invisible. En fait, rendre le contrôle invisible au profit de la confiance. Comment bâtir et maintenir la confiance d'une équipe dans des moments de chaos ? Si je reprends le Bataclan, c'est trop tard. La confiance, elle vient de tout le travail en amont, et là, il y a tout. Pourquoi le sport est important au RAID ? Parce que c'est un moyen de cultiver ces liens-là. On ne fait pas du sport... alors oui, il y a la dimension opérationnelle, il faut être en forme physiquement. Pour les médecins, on n'a pas besoin de porter un bouclier, mais on a quand même du matos. C'est quand même le Bataclan, physiquement, c'était pour les médecins, c'était très dur. Donc oui, il y a une préparation physique pour ça. Tu peux en parler justement parce que je pense que nos auditeurs ne savent pas à quel point tu es harnaché, tous les 20 kilos que tu portes, le casque aussi. En fait, la difficulté, c'est toute la problématique dans le recrutement des médecins. C'est-à-dire que le médecin du RAID ou le médecin au SAMU ou le médecin au bloc opératoire, ça, il fait le même métier, il soigne les hémorragies, on a les mêmes médicaments, les compétences techniques ne changent pas beaucoup. Ce qui va énormément changer, c'est comment on va exercer notre métier dans un environnement qui là n'a plus rien à voir. Il y a des contraintes, par exemple physiques, de se mettre à plat ventre, de se relever, d'extraire des blessés, de mettre des garrots, de faire notre métier avec 30 kilos sur le dos, avec un casque, c'est ultra éprouvant. Et ce soir-là, ça n'a pas été fait juste une fois, ça a été fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc j'ai rarement été aussi vidé physiquement dans le cadre de mon exercice professionnel, ça c'est une certitude. Après, dans les contraintes, il y a un truc qui moi me tient à cœur, c'est que la contrainte pour moi la plus importante pour un médecin, c'est qu'il passe d'un environnement où il est Dieu sur terre. Hein. Le médecin à l'hôpital, il a une légitimité qui repose sur son statut. Il a un beau badge, il va mettre un stéto autour du cou et terminé, fin de la discussion. Personne va remettre en question, en tout cas dans l'action, sa légitimité. Au RAID, c'est impossible ça, c'est-à-dire qu'ils en ont franchement rien à faire de vos compétences techniques, ils vont chercher autre part. Mais ce qui va être révélateur, c'est vos compétences non techniques, humaines, votre attitude, la manière dont vous allez les rassurer, la manière dont vous allez prendre des décisions. Évidemment, c'est lié à votre maîtrise technique, mais c'est pas suffisant. Dans notre process de recrutement, il y avait différents prérequis avant pour avoir avoir quelques quand même garanties. Mais après, quand on les mettait à l'épreuve, ce qu'on regardait, c'était finalement pas du tout la maîtrise technique. C'est comment ils allaient nous rassurer, comment ils allaient décider, comment ils allaient se comporter dans un environnement qui est absolument pas serein, pour au contraire apporter cette
ce leadership et cette sérénité. Vous alliez tous vous réconforter aussi, parce que ça c'est une des façons de se ressourcer après tous ces moments difficiles, ces moments de convivialité que tu appelles l'omelette. Alors l'omelette, elle existait avant et je pense qu'elle existe toujours. C'est un moment de convivialité, on travaille souvent la nuit. C'était un petit peu un moment de partage, qui n'est pas le débriefing, hein, qui n'est pas encore moins les rétex. Ça, c'est un moment vraiment de convivialité. Passer un bon moment tous ensemble après une opération. Mon seul regret, c'est après le Bataclan, j'y ai pas été, alors c'était pas l'omelette, hein, mais il y a une salle club où on peut se retrouver et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que moi, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir aller à l'hôpital où je travaillais, c'est-à-dire à la Pitié-Salpêtrière. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est vrai que c'était certainement un moment très éprouvant. Dans les situations les plus critiques, comment communiques-tu efficacement avec ton équipe et les autres unités ? Je crois beaucoup au non-verbal plus qu'au verbal. C'est-à-dire que pour montrer qu'à la fois on est empathique mais déterminé pour pouvoir guider dans l'action, ça passe énormément par une communication non-verbale parce que les mots, on fait souvent beaucoup de conneries. Ils peuvent avoir des conséquences quand on est face à des émotions extrêmes, quand on est face à de l'incertitude totale. Les mots, tension. Alors que l'attitude, c'est le meilleur moyen de rassurer et meilleur moyen aussi de montrer de l'empathie. Quels enseignements tires-tu du RAID sur la gestion des conflits et la négociation qui pourraient être transposés au monde du travail ? Alors, la négo, on en fait tout un plat, si je peux me permettre l'expression, mais c'était Christian Proto, qui était le fondateur du GIGN, avec qui j'en parlais et qui disait un peu la même chose. La négo, c'est un outil, particulièrement un outil d'écoute, au service de l'ensemble de l'unité, que ce soit le RAID ou le GIGN. Je pense qu'un médecin, un policier, un pompier, confronté à des situations tendues, des émotions, fait de la négo sans le savoir forcément. Pour moi, la négo, par rapport à une relation, par exemple, patient-médecin, il y a un côté presque manipulation, dans le sens où, alors je sais qu'ils détestent le terme, hein, mais l'idée c'est de se dire, voilà, je vais amener la personne vers l'objectif qui est le mien. Donc là, on revient sur la détermination. C'est pas le forcené qui va décider de l'issue. La stratégie et l'objectif, c'est pas lui qui l'impose. Mais tout le rôle de la négo, qu'on retrouve finalement dans la relation parfois patient-médecin, c'est de l'amener vers un objectif pour qu'il pense que c'est son objectif. Et pour ça, on parle de paliers, il y a l'écoute évidemment est très importante, mais on travaille beaucoup par paliers. C'est-à-dire que ça se fait pas de façon linéaire. Tiens, au fait, ton objectif c'est de sortir, ou le patient, tiens, votre objectif c'est d'accepter telle décision, c'est-à-dire de vous faire opérer ou d'accepter tel traitement. Non, quand c'est compliqué, il faut être plus malin que ça. Le négociateur va être celui qui va nous aider, si ça marche, à amener le forcené vers l'objectif. Après malheureusement avoir vu le pire de l'humanité, et puis même beaucoup de comportements qui visiblement t'ont fait du mal, comment parviens-tu à préserver une forme de sérénité et d'équilibre personnel ? Parce que j'ai vu aussi le meilleur, probablement. Le pire de l'humanité, si c'est l'action terroriste dans le Bataclan, oui, c'est-à-dire que c'est pas le pire de ce qu'on peut imaginer, mais on était préparé. Moi, en tant que médecin, on s'était préparé. C'est vrai pour toutes les interventions qu'on fait. Et c'était vrai aussi pour ce soir-là. On fait abstraction de toute cette horreur humaine. On est concentré à 100% sur l'exercice de notre métier. On prend les émotions des victimes, des gens qu'on contacte, des policiers dont on avait besoin pour nous aider à évacuer les blessés. Ça, c'est les émotions qu'on va utiliser. Après, le contexte dramatique, pourquoi ces gens ont fait ça, tout ça, quand on est dans ces genres d'interventions, on n'y pense absolument pas, comme quand on intervient sur un forcené. Il faut savoir que les médecins du RAID, quand il y a un forcené qui a parfois tué sa femme, des enfants, ça, on est tous pères de famille, ça peut être extrêmement dur. Mais que ce soit les policiers ou nous, il faut absolument qu'on soit concentré sur notre métier, prendre les bonnes émotions qui vont nous aider, mais pas se faire impacter par tout un environnement émotionnel, politique, social, qui va nous perturber dans l'exercice de notre métier. Les policiers du RAID, même quand c'est l'horreur absolue, ce qu'ils veulent, c'est arrêter vivant, mais un forcené, un preneur d'otages qui a commis parfois des choses absolument abjectes, la mission est remplie de façon la plus optimale possible quand il est arrêté et rendu à la justice.
Tu avais un cas dans ton livre, effectivement, c'est Mohamed Merah. Alors Mohamed Merah, il a été neutralisé. L'idéal aurait été de pouvoir le conserver. Oui, en tout cas, on a tout fait, et le patron du raid, Maury de Hautlock, à l'époque, a tout fait pour essayer de l'interpeller vivant. C'est ce jour-là qu'on s'est rendu compte que c'était strictement impossible. C'est vrai que c'est quand même un sacré parcours quand tu racontes tout ça. Émotionnellement, c'est fort. Les blessures psychologiques sont souvent tabous dans ce monde, alors à la fois militaire, mais aussi de la police. Et il y a certainement des bagages que l'on trimballe comme ça toute sa vie. Comment toi, prends-tu soin de ta propre santé mentale ? Il y a deux choses. Il y a l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du groupe. L'honnêteté, c'est la meilleure protection contre le psychotrauma. J'ai été voir aussi des psychiatres parce que j'avais une amie qui s'inquiétait pour ma santé mentale. Mais au bout de quelques séances, je lui ai dit, voilà, moi, est-ce que, entre guillemets, je suis à risque ? Et dans ce cas-là, je continue ? Ou est-ce que vous considérez que ça va ? Et il m'a dit, non, mais vous n'êtes absolument pas à risque. Pourtant, j'en ai emmagasiné des coups. Il m'avait dit, parce que vous êtes ancré dans le réel, vous êtes honnête, vous ne trichez pas, avec aussi vos faiblesses, vos erreurs. Et c'est ce qui vous protège de beaucoup de traumatismes. Par contre, il m'avait quand même donné des conseils en disant, surtout aussi, vous avez le droit de prendre soin de vous et de vous reposer un petit peu. Le but, c'est pas de prendre le maximum de coups dans la figure. Et je pense que là, il avait 100 fois raison. Et je le fais beaucoup mieux maintenant. J'ai plein de moyens de prendre soin de moi, de couper. D'abord, je suis plus au raid, mais je continue à exercer comme médecin. Et je suis encore plus paresseux qu'avant. C'est-à-dire que j'ai besoin de temps pour moi. Je fais beaucoup de sport et j'ai aussi changé ma manière de faire du sport. C'est-à-dire qu'avant, surtout au raid, on se mettait des défis en permanence. Le côté compétition dans le sport, finalement, je suis bien content de vivre mes activités sportives d'une manière complètement différente pour justement me faire beaucoup de bien. C'est un rapport qui est encore un peu différent. Mais je pense que c'est savoir ralentir, savoir s'écouter, savoir prendre soin de soi. Et puis être honnête, quand je fais des formations, et c'était ce qu'on s'était dit entre nous au RAID, on travaille dans un cycle permanent d'exigence, mais qui est fait d'une exigence qui est dans le temps d'avant, c'est-à-dire la préparation. Et là, on se ment pas. Est-ce qu'on s'entraîne suffisamment ? Est-ce que, en tant que médecin, je suis compétent ou pas ? Et là, si je triche, c'est très, très, très mauvais. Après, il y a l'exigence pendant. On sait qu'on va en prendre plein la figure. C'est Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il ait pris un coup de poing dans la figure. Et ça, on le sait. Donc pendant, on sait que ça va pas être facile. On sait que parfois on prendra des décisions, parfois on fera des erreurs. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais c'est pas grave parce que derrière, il y a le temps d'après qui là aussi est très exigeant. Et là, il faudra être très honnête, faire des débriefings avec honnêteté, dans le but toujours de continuer à emmagasiner la confiance en nous dont on a besoin, même si on a fait une erreur. Et puis, c'est la force du raid, elle le fait collectivement. C'est-à-dire que le rétex, parfois, il va être très dur, parce qu'on va tous sortir grandis de cette épreuve, ou de cet exercice, si c'était un exercice. Si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs pour mieux réagir en cas d'urgence, quels seraient-ils ? C'est des conseils que je donne régulièrement. Le premier, c'est d'apprendre à ralentir. C'est que quand ça commence à être compliqué, quand on commence à avoir des mauvaises informations, quand on sent que l'émotion monte, le bon dirigeant et le bon leader, je fais la différence entre les deux, c'est sûrement celui qui va savoir appuyer sur le frein qui va être le moment où on va pouvoir d'abord comprendre ce qui se passe. Nous, quand on arrive au Bataclan, ça nous dépasse. On est préparé, on est ultra préparé, mais on accepte qu'au début, la crise, parce qu'on est vraiment face à une crise, elle est plus forte que nous.